lundi tout le monde, bienvenue à ce 31e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon et je suis stratège en... Excusez-moi. Je suis stratège en vente et développement des affaires. Donc, on est déjà rendu au 31e épisode. Je ne sais pas pour vous, mais je suis super excité. J'ai un petit peu mal dormi la nuit dernière. J'avais très hâte d'être ici avec vous autres ce matin. Tout d'abord, je vais adresser, vous voyez là, que j'ai changé d'environnement. Effectivement, depuis le la mi-juin à peu près, je suis installé dans des bureaux dans le quartier Saint-Roch à Québec. Je loue un espace chez une cliente. J'avais besoin de sortir de la maison, j'avais besoin de voir d'autres choses, de voir d'autres personnes. L'environnement a ses défis, je vous dirais. Comme vous entendez, il y a un peu d'écho, étant donné que le mur qu'il y a là, juste derrière moi, est en béton. Et le plafond est en béton aussi, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'écho. Je travaille là-dessus pour essayer d'en venir à bout, mais bon, c'est pas au point que je voulais ce matin, mais il faut quand même se lancer. Avant de commencer, pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, le meeting des ventes, c'est un rendez-vous hebdomadaire où est-ce qu'on parle de vente, de développement des affaires pendant 30 à 45 minutes. Je vous partage des trucs, des astuces. On parle de certains concepts, excusez-moi. Donc, on parle de concepts de vente, de développement des affaires le lundi matin ensemble, de 8h à 8h30, 8h45, selon les sujets, et ainsi de suite. Et j'ai des invités aux 3 épisodes. Donc, on est à l'épisode 31. La semaine prochaine, l'épisode 32, je vais être seul. Et à l'épisode 33, je vais avoir une ou un invité. C'est encore à déterminer. Donc, c'est le concept du show. Je prends vos commentaires live via LinkedIn, Facebook ou YouTube. D'ailleurs, parlant de Facebook, je tiens à vous annoncer que j'ai lancé un groupe dernièrement, en fait vendredi dernier, qui s'appelle l'Équipe des ventes, qui est créé pour les gens en vente, en développement des affaires, un endroit où est-ce qu'on peut échanger entre nous, parler de nos défis, parler de nos situations, partager nos bons coups, nos moins bons coups, un peu comme on le fait ici, mais dans un espace un peu plus clos. Où est-ce qu'on est entre nous? L'idée, c'est que souvent dans une entreprise, l'équipe des ventes est à part. Il y a les gens de marketing, il y a les gens de TI, il y a les gens de ressources humaines. Puis les ventes, on se retrouve toutes un peu entre deux chaises à travers tout ce beau monde-là. C'est pour ça que j'ai créé ce groupe-là. Je ne sais pas de votre côté, moi j'ai passé un superbe été. Comme je vous dis, je suis installé dans des nouveaux locaux depuis le mois de juin. J'ai pris des vacances. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez peut-être vu, j'ai fait un merveilleux road trip dans l'Ouest, sur la côte ouest, donc un loop de Vancouver jusqu'au milieu de l'Oregon, traverser les montagnes et revenir vers Vancouver. 4 jours et demi, 2200 km de route. Ça a été superbe. Je ne sais pas de votre côté comment ça s'est passé, mais j'espère que vous avez eu des aussi belles vacances que moi. Ce matin, on se parle pour... en fait, le sujet du live, c'est le lexique. Ça fait déjà un bout que je travaille dessus. Il n'est pas à mon goût, mais à un bon moment donné, il faut sauter, il faut le lancer. C'est ce que j'ai décidé de faire ce matin. Donc, c'est plus une version bêta. Il n'est pas terminé. Puis, de toute façon, ça va être un outil qui va être développé dans le temps. Donc, qui va être... c'est un outil vivant. Je parle souvent d'agilité. Ben, c'est un exemple concret de ça. Je vais le maintenir à jour, et ainsi de suite. Mais je voulais vous le présenter ce matin. Donc, on va le lancer tout de suite. Je vais le faire apparaître à l'écran. Je vais peut-être me mettre en plus petit comme ça. Je ne sais pas si ça vous aide un peu. Je l'ai fait français-anglais parce que en vente, vous êtes sûrement déjà rendu compte qu'on parle beaucoup en termes anglophones, KPI, gross margin, B2B, B2C, des choses comme ça. Donc, j'ai mis les deux pour que ça soit le plus clair possible, mais je vais essayer, puis c'est quelque chose qui est un défi pour moi, mais je vais essayer tout de même de parler le plus possible avec les mots français. À ne pas voir. Bon, j'ai Vicky qui me dit Simon, suis-je la seule à ne pas voir des images? Bonne question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne voient pas d'images ce matin? Si j'enlève le partage d'écran, là, est-ce que vous me voyez? J'ai pas de commentaires, donc je vais prendre ça pour un oui.
Je remets la slide. Le premier qui est l'abordabilité, donc le caractère d'un prix, savoir où est-ce que votre prix se situe. C'est un peu ce... Diane, quand tu dis moi, ça veut dire que tu ne me vois pas non plus. OK? Oh, j'ai Loïc qui me dit j'ai changé pour YouTube car LinkedIn ne fonctionnait pas pour moi. D'accord, c'est noir. Si. C'est les joies de LinkedIn. On les adore, mais parfois, parfois c'est compliqué. Non, on voit bien l'image et on te voit, je te vois très bien. Bon. Les joies du direct, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qui est notre réalité. Je vais continuer, puis si vous ne me voyez pas sur LinkedIn, le show est disponible sur YouTube aussi, sur la chaîne YouTube de Nomisco et dans le groupe L'équipe des ventes, le groupe Facebook dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'acheteur, c'est qui l'acheteur? Ben, en fait, c'est la personne qui est dans le processus pour acquérir un bien ou un service. Ouais, puis Vicky, merci pour le tip, je vais me brancher. Écoute, je t'invite aussi à t'abonner. Je partage de temps en temps d'autres trucs de ce côté-là. L'acheteur, ben, c'est toute personne qui achète quelque chose, une personne employée par une entreprise pour acheter. Parce que dans certains scénarios, vous pouvez avoir un acheteur qui est le propriétaire ou qui est une personne, je vous dirais, sans que ça soit son titre, mais dans certaines grandes entreprises, on peut penser tout ce qui est industrie lourde, les grandes entreprises, ils vont avoir un acheteur qui est dédié, dont la job, 40 heures par semaine, c'est de faire des achats dans différentes sphères du domaine. Bon. J'ai Dave qui me dit LinkedIn est saccadé, l'image est bonne. Si ceux qui sont sur YouTube pouvaient me confirmer que tout est beau de ce côté-là, j'apprécierais grandement. Pardon. Appel à chaud, ben, c'est l'inverse de l'appel à froid. Donc, c'est l'appel, c'est quand on a eu une référence. C'est quelqu'un ou ce qu'on appelle en anglais un warm call, c'est quand vous avez eu une référence. On va prendre par exemple, je ne sais pas moi, René qui me dit Simon, tu devrais parler avec Diane, je lui ai parlé de toi, puis elle attend ton appel. Donc, je prends le téléphone, j'appelle Diane. Ça, c'est un appel à chaud. Il y a eu une mise en situation, une mise en relation, et c'est beaucoup plus facile. Je vous dirais que peu importe le scénario, l'appel à chaud, c'est le plus facile à faire. Il y a déjà une relation, il y a déjà une relation de confiance qui est établie, donc ça va beaucoup mieux et votre processus va être grandement facilité. À l'autre bout, il y a le cold call, le fameux appel à froid, où est-ce que la personne n'a jamais entendu parler de vous. Vous prenez le téléphone ou vous utilisez d'autres méthodes, puis vous prenez contact. Celui-là peut être plus difficile parce que la personne, vous risquez de la déranger, ne s'attend pas à votre appel, n'a pas nécessairement le temps de vous parler. Donc, on vise l'appel à chaud, mais la réalité étant ce qu'elle est, il faut aussi parfois faire des appels à froid. Donc, ça semble être beau sur YouTube. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, LinkedIn est particulier, on le sait tous. Là, superbe plateforme que j'adore, mais parfois, c'est loin d'être optimal côté user experience. B2B, B2C, ben, en fait, c'est le business to business ou business to consumer. Donc, est-ce que c'est entreprise à entreprise ou c'est entreprise à utilisateur final? C'est deux types de réalités. Je vous dirais que moi, je suis plus spécialisé en B2B. J'ai fait du B2C longtemps dans mes années Canadian Tire, mais depuis une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus, je dirais même 17 ans maintenant, je suis spécialisé en B2B, donc business to business, comment une entreprise vend à une autre entreprise. Il y a aussi tout le concept, puis je ne l'ai pas mis là-dedans, on parle de eye-to-eye ou H-to-H, donc individuals to individuals ou human to human, donc des individus à des individus ou des humains à des humains. Parce que, ultimement, la vente, c'est ça. C'est deux humains qui prennent contact pour faire un échange. Même si ça se fait par le web, il y a des humains qui sont impliqués dans ce processus-là. Je vais prendre une gorgée d'eau. Au niveau du but, c'est ou l'objectif, on pourrait l'appeler aussi comme ça.
c'est qu'est-ce qu'on vise. Parce qu'un projet de vente, puis comme je viens de le dire, c'est un projet, ça prend un objectif. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et il faut que ça soit un objectif qui est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je travaillais avec une cliente vendredi, puis on s'est mis à travailler son objectif. Au premier abord, il était spécifique, mesurable. Quand on est arrivé, atteignable aussi, mais c'était le côté réaliste qui était peut-être un peu difficile compte tenu de la charge de travail qui était impliquée pour arriver à ce résultat-là, à cet objectif-là. J'ai Isabelle qui me dit LinkedIn a peut-être trop de monde en même temps sur la plateforme. C'est peut-être pourquoi plusieurs transferts vers YouTube qui a plus de poids en ligne en bande passante. Effectivement, je sais que YouTube fonctionne très, très bien pour le stream. LinkedIn, c'est loin d'être leur force. Si on tombe dans les C, la cible, donc c'est l'ensemble des clients potentiels ou les targets. On peut aussi parler parfois de prospect. Un ensemble de clients potentiels qu'une entreprise tentera de conquérir et de fidéliser par la suite, constitue la catégorie particulière de consommateurs à laquelle un produit spécifique est destiné. Donc, on vise, c'est qui notre target? On a notre objectif, mais c'est qui dans le marché qu'on désire atteindre? Le client ou le customer, c'est la personne qui achète. Donc, il y a une similitude entre le customer et le buyer. Malgré que le buyer, c'est parfois la personne, comme je disais tout à l'heure, qui a un rôle d'acheteur qui est là pour faire ça de façon quotidienne, donc c'est pas juste, donc c'est le rôle. Client potentiel, un lead, ça vous l'avez, ou un prospect. En fait, le lead, c'est un prospect, c'est beaucoup plus général. C'est quelqu'un, je ne sais pas si je l'ai dans ma liste, donnez-moi une petite seconde. Parce que je l'ai fait un petit peu rapidement. Je ne crois pas que je l'ai. Je vais l'ajouter. Un prospect, dans le fond, c'est dans le marché, les clients potentiels, les targets dont on parlait tantôt, tous les clients qui peuvent se retrouver que vous pouvez viser. Il peut y en avoir des centaines, des milliers, ça dépend de votre industrie. Par contre, un lead, c'est quelqu'un qu'on sait qui est intéressé. Donc, ça peut être parce que vous avez reçu un inbound, le client est arrivé, il a pris votre entonnoir de vente sur votre site web et il est tombé dans votre inbox. Ça peut être parce que, comme je disais tantôt, un appel à chaud, ça vient souvent d'un lead. Je dis, Benoît m'a dit, Simon, tu devrais appeler Yannick. Il est intéressé ou ça serait un bon lead pour toi. Il y a le profil de ton client type. Ça, c'est un lead. On sait que le client est pas juste au niveau de prospect, mais il y a déjà une certaine forme de qualification qui a été faite de ce côté-là. Soft skills, tout ce qui est compétences personnelles. Donc, on tombe là-dedans dans le savoir-être, comment on agit en vente, comment on doit se comporter. C'est une science, je vous dirais, complète et ça pourrait être un sujet pas juste d'un épisode, mais d'une série d'épisodes, les compétences personnelles. Mais la définition qu'on a mis là, ce sont des compétences comportementales et personnelles, le plus souvent acquises en dehors de la sphère scolaire ou universitaire. Les compétences personnelles et la présentation prennent de plus en plus d'importance dans les décisions de recrutement des entreprises. Donc, on peut parler de travail d'équipe, de communication, adaptabilité et tout ce qui est gestion du stress, respect, ces choses-là vont embarquer là. Closer, le fameux qui est pas un verbe, qui est un anglicisme pur, mais donc conclure la vente. C'est dans le processus, je vous dirais, c'est l'avant-dernière étape parce que même si on a closé, même si on a fermé la vente, il reste souvent une étape de suivi et de maintien. Donc, c'est la dernière étape où est-ce que le client donne son OK, où est-ce que le contrat est signé, où est-ce qu'il y a un échange monétaire qui se fait. Ensuite, consommateur, c'est la personne qui achète. Comme on disait tantôt, ça peut être le client. Le coût, c'est vraiment le prix, le montant qu'on a décidé de mettre en place pour un produit, un service. Coopétiteur, c'est un mot qui a été, en tout cas, à mon avis, qui a été inventé par mon coopétiteur préféré, Dave Cameron. Donc, c'est où est-ce que quelqu'un qui pourrait techniquement être en compétition avec nous partage
avec qui on est en relation, on partage des informations, on se challenge mutuellement. J'ai des conversations régulières avec Dave et d'ailleurs, vous le savez peut-être, on a un CA non officiel 2 fois par mois, Dave, moi, Nadine et Chantal. Puis Chantal Carrier nous parlait dernièrement que elle, de son côté, excusez, de son côté, elle s'occupe de l'université dans la nature et nous disait que les arbres sont en compétition. Donc, ils se battent tous pour les mêmes ressources, mais la disposition des arbres dans la forêt, certains sont là pour s'entraider, pour se protéger d'autres espèces et favoriser la croissance et profiter des rejets d'un de l'autre. Donc, même dans la nature, la compétition existe. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aimerais peut-être aborder dans les prochaines semaines, prochains mois. Une idée que j'ai lancée à Dave comme ça, qu'on pourrait peut-être mettre de l'avant, parler de compétition. Cold call, ben, on en a parlé tantôt, c'est l'appel à froid. Quelqu'un qui ne nous connaît pas du tout, qu'on sollicite directement. Je vais descendre ici. On est rendu là. Détaillant ou retailer. Donc, c'est la personne, quand on est en B2C, c'est le magasin physique. Isabelle qui dit belle analogie avec les arbres en forêt. C'est super intéressant ce que ma collègue Chantal fait. Puis je pense que Catherine Lemaître, qui était ici tout à l'heure, participe à ça aussi. C'est de nous reconnecter avec la forêt, avec la nature, pour faire baisser le stress. Je vous invite à communiquer avec Chantal si vous voulez en savoir plus. Moi, je connais les grandes lignes, mais c'est tout au plus. Donc, un détaillant, vendre au détail, c'est les gens qui sont sur le plancher. Kineson Tire, par exemple, est un détaillant. Walmart est un détaillant. Metro est un détaillant. Donc, c'est des magasins qui ont pignon sur rue, comme on dit. Développer, ça peut être développer un marché, ça peut être développer un produit, un service. Donc, c'est de créer quelque chose, de l'amener à un autre niveau. Distribution. Un réseau de distribution, c'est la livraison d'un produit aux distributeurs qui vont ensuite le vendre à l'utilisateur final. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans la distribution au niveau des pièces auto. Donc, on vendait un réseau de distribution qui vendait dans les magasins, qui ensuite vendait aux ateliers mécaniques. Je vais passer un petit peu emballage, le packaging, de quoi a l'air un produit, c'est peut-être moins de notre côté. Bulk. Donc, en grande quantité, il y a certains produits, j'ai des clients moi, qui vendent on va appeler ça du nettoyant à frein ou en bon français, du brake cleaner. Ben, ça se vend souvent en bulk. Les gens vont acheter ça à la palette. Kevin Bélanger, qui est ici, il y a probablement plusieurs de ses clients qui achètent en bulk. Donc, en grande quantité, c'est souvent, ça nous permet de faire des économies au niveau du transport, puis au niveau de la quantité qu'on achète. En ligne, je pense que vous savez c'est quoi. C'est quand on est connecté à Internet, donc une boutique en ligne, c'est loin d'être ma spécialité, mais c'est quelque chose qui est très important d'avoir. Je pense que chacun d'entre nous doit avoir une présence en ligne aujourd'hui, que ce soit un site web ou page LinkedIn. L'entonnoir de vente, le fameux sales funnel. Puis là, j'ai Catherine Lemaître qui rajoute qui dit effectivement, on a des exemples de compétition dans la nature. Je parlais des arbres, mais même au niveau des animaux, il y a ces choses-là. Le fameux entonnoir de vente, sales funnel, que certains traduisent le tunnel de vente. C'est pas un tunnel, c'est un entonnoir. C'est vraiment là, on part très très large puis on finit pointu. Donc, c'est les étapes dans lesquelles un client embarque pour arriver à une décision d'achat ou de non-achat. Ça va se lier souvent avec le processus de vente. Si on a déjà travaillé ensemble, je vous ai sûrement parlé que moi, le processus de vente tel que je le vois, il y a une phase d'acquisition, il y a une phase de qualification, il y a une phase prise de besoin, présentation, négociation, décision et suivi. Donc, c'est les étapes qui sont dans mon entonnoir de vente, dans mon tunnel, dans mon sales funnel.
voyez, j'allais le dire encore. L'étiquette, tout ce qui est label, tout ce qui va sur la marchandise. Market research, étude de marché, étudie des besoins, des préférences de consommateurs, souvent pour des produits particuliers. Donc, ça nous permet d'être bien ciblés, de savoir est-ce que ce qu'on vend, on le vend à la bonne personne, est-ce qu'on est bien aligné, est-ce qu'on met nos efforts aux bons endroits. Je prends par exemple Isabelle Bernier qui joint à nous ce matin. Isabelle fait du placement média. Bien, une grosse partie de son travail, c'est de faire de la recherche pour s'assurer qu'on rejoint la bonne personne, que le média qu'on utilise est bien aligné avec notre objectif. Le fameux SWOT, donc le FFOM, je vous dirais, j'ai toujours de la difficulté à me rappeler ce que ça veut dire en français. C'est en anglais, c'est Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc, nos forces, nos faiblesses, les opportunités et les menaces. Vous voyez, en le disant en anglais, je m'en suis rappelé. Donc, c'est un exercice qu'on fait souvent, une matrice à 2 axes, où est-ce qu'on regarde qui se trouve dans notre marché, où est-ce qu'on peut aller. Faire le suivi, le fameux follow-up, qui est probablement la partie qu'on délaisse le plus, tout le monde, par contre, c'est là que se trouve c'est là que se trouve l'argent, c'est là que se trouvent les ventes. Faire le suivi, ça peut être ça n'a pas besoin d'être compliqué. L'idée derrière un suivi, c'est de garder la relation vivante. Vos clients ont tous une liste de to-do qui se rallonge à tous les jours. Puis, ben, ils voulaient vous rappeler, ils voulaient vous parler, mais avec le temps, vous descendez dans le dessous de la pile, puis à un moment donné, vous vous ramassez à être juste ce qu'on appelle en anglais du white noise, juste du bruit. Le but du suivi, c'est de remonter sur le dessus de la pile pour recréer de l'intérêt. La seule chose que je vous dirais, essayez si vous avez besoin de faire du suivi, essayez différentes méthodes. Ça peut être du texto, ça peut être un appel, ça peut être une visite, un courriel. C'est fou raide, là, mais le courrier fonctionne encore. Donc, je ne sais pas pour vous autres, là, moi, à part quelques comptes puis des trucs comme ça, je ne reçois plus de lettres. Mais recevoir une lettre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Garantie, donc produits, services au niveau service à la clientèle, qu'est-ce qu'on offre comme garantie? Grossiste, ben, ça va avec la distribution, wholesaler. Donc, c'est quelqu'un qui vend en gros, qui ne vend pas au détaillant. Quelqu'un où est-ce que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas se procurer, c'est des entreprises qui vont là, donc on est purement dans le B2B. ICP, indicateur clé de performance, ou, qu'on entend beaucoup plus souvent, les fameux KPI. Donc, les indicateurs clés de performance. Si ce n'est pas la première fois que vous assistez à un de mes lives, vous savez que quand je parle de ça, il y a 2 types d'indicateurs. Il y a des leads, il y a des lags. L'exemple que j'aime donner, je veux me rendre à Vancouver en moto en 10 jours, c'est-à-dire que c'est 5000 km, donc j'ai 10 jours de 500 km. Ça, j'ai un objectif, j'ai un indicateur, je vais avoir un indicateur lag qui est dans 10 jours, est-ce que je suis rendu à Vancouver. Et mes leads, ben, c'est que chaque jour, j'ai 500 km à faire pour atteindre mon objectif. Je sais à ce moment-là que s'il m'arrive un pépin à Timmins, que je fais un flap, puis que je perds une demi-journée, que j'ai roulé juste 250 km, ben le 250 km manquant, qu'est-ce que je dois faire pour le redistribuer dans le temps? L'image, la perception, puis ça va avec la marque. C'est pour ça qu'on parle d'image de marque. C'est la perception que les gens ont de votre entreprise, de votre produit, de votre service. C'est ce qu'on appelle un actif intangible, qui est, à mon avis, un des actifs les plus importants que vous avez dans votre entreprise. Votre image, votre marque, c'est ce que vous devez protéger à tout prix. Une mauvaise marque, une mauvaise image va attirer la mauvaise clientèle, va donner une mauvaise perception, va créer beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça vaut la peine de prendre le temps de bien regarder la marque, de bien regarder votre image, de vous assurer que c'est aligné avec votre mission, votre vision, votre valeur, qu'il y a un plan stratégique rattaché à ça. Ensuite, le launch, donc lancer un nouveau produit, lancer un nouveau service. Comme je vous disais, moi, j'ai lancé vendredi dernier un groupe Facebook qui s'appelle l'Équipe des ventes. C'est un projet, donc on avait des étapes. Je travaillais avec quelqu'un qui est en marketing et on est arrivé à lancer à ce moment-là.
Le marché, bien, on l'a exprimé un petit peu tantôt, mais la définition que j'ai mis là, c'est l'ensemble des personnes ou des organisations qui consomment et qui sont susceptibles de consommer le ou les produits ou services fournis par l'entreprise. Donc, c'est tous les gens qui peuvent utiliser votre produit ou votre service. Donc, moi, je travaille avec des PME, bien, c'est toutes les PME, mais j'ai niché ma clientèle. Donc, je travaille avec les PME en B2B dans différents secteurs. La marge, en fait, le markup puis la marge, j'en ai déjà parlé, mais c'est souvent incompris, puis je vous dirais, c'est deux faces de la même pièce, ou c'est les deux faces de la médaille. Le markup, c'est qu'on part du coûtant, on rajoute un pourcentage du coûtant pour arriver à un prix, alors que le gross margin est en fonction du prix vendu. Et là, on dit, bon, ben, je veux faire 30% de mon prix vendu, je veux que ça soit du profit. Donc, c'est deux façons de le compter. Par contre, généralement, les banquiers, les financiers préfèrent quand vous parlez en marge bénéficiaire, en gross margin, qu'en markup. Parce que 30% de markup puis 30% de marge, c'est pas le même chiffre. C'est parce que si on prend 30% de 70 $, c'est 21 $. Mais 30% puis je veux le vendre 100 $, bien 30% de 100 $, c'est 30 $. Donc, vous voyez la différence. Si mon vendant, je veux mon gross, je veux 30, ben, il faut que je paye 60, faut que je paye 70. Mais si je le paye 70 puis je fais 30% de markup, ben, je le vends 91. Ça fait que je laisse 9 $ de profit sur la table. Et là, ça pourrait nous amener au niveau de la différenciation du pourcentage et des points de pourcentage. Une augmentation de 2%, puis une augmentation de 2 points de pourcentage, c'est complètement différent. On a eu une augmentation de 2 points de pourcentage des taux d'intérêt avec les banques, mais c'est une augmentation de 400%. Donc, le taux d'intérêt a plus que doublé en quelques mois. Je vais accélérer un petit peu, au pire, on reviendra sur certains thèmes, mais marketing digital, ben, c'est tout ce qui se passe en ligne, c'est tout le marketing que vous utilisez de ce côté-là. Le brand, la marque, c'est tout ce qui se rattache. Donc, Nomisco, c'est une marque. Je pense à Kevin, là, avec REI, c'est une marque. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'image, c'est votre actif intangible le plus précieux. C'est quelque chose que vous devez protéger, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir en perspective que vous devez protéger, c'est ce que vous avez de plus précieux. Ensuite de ça, min-max, donc c'est quand vous avez des inventaires, c'est le niveau minimum que vous voulez avoir et le niveau maximum. Donc, le niveau minimum pour jamais en manquer, mais le niveau maximum pour ne pas être overstock. Parce qu'il y a des coûts rattachés à ça, il y a des coûts à avoir de l'inventaire. On veut s'assurer qu'il y ait un roulement d'inventaire aussi. Les gens d'opération qui sont avec nous ce matin pourraient vous en parler plus longuement, mais on veut s'assurer que notre inventaire tourne 4, 6, 8 fois dans l'année. On veut pas que ça tourne trop parce qu'on passe notre temps à commander et à remplir les tablettes, mais on ne veut pas non plus manquer de stock et manquer de vente. Donc, il y a des gens qui se spécialisent pour vous aider, si c'est votre cas, à mettre en place vos min-max. Les fameuses objections, c'est la raison qu'un prospect ou un lead peut vous donner pour ne pas acheter. J'ai pas le budget, c'est pas le bon moment, rappelle-moi dans 6 mois. Toutes les choses qu'on a tous déjà entendues à répétition, c'est des objections et il faut mettre en place, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour combattre ces choses-là, pour être capable de contrer, donc d'avoir des contre-arguments. Pipeline de vente, donc il y a l'entonnoir de vente, mais il y a le pipeline aussi. Donc, savoir le client se trouve où dans notre entonnoir, dans notre processus de vente. Est-ce que le client est encore au niveau de prospect? Est-ce qu'il a été... Donc, s'il est prospect, ensuite de ça, on l'amène, ça devient un lead, ça devient un client potentiel et ça devient ultimement un client. Donc, comment est-ce qu'on le fait glisser dans le temps pour l'amener à conclure et à devenir un client?
Point de pourcentage, ben, j'en ai parlé tout à l'heure. Point de vente, c'est où la vente s'effectue. Le pourcentage, on en a parlé. Je vais descendre un petit peu au niveau USP, Unique Selling Proposition, proposition de vente unique. C'est qu'est-ce qui fait que c'est vous? Qu'est-ce qui fait que les clients vont vers vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Pourquoi quelqu'un va acheter de Sébastien Pelland plus que d'une autre entreprise qui fait de l'événementiel? Ben, Sébastien a son Unique Selling Proposition. Il y a la chose qui le rend unique, qui fait que les gens se tournent vers lui. C'est important de le définir, c'est important de le savoir, c'est important de le connaître. Puis, de connaître un peu aussi ceux de votre compétition pour être capable de vous différencier, puis de bien vous positionner dans le marché. Le prospect, on en a parlé tout à l'heure. Discount, les rabais. Donc, c'est combien de dollars ou de pourcentage vous enlevez sur le prix. Ça peut être une façon, quand on débute, on met un prix et on offre un escompte. On veut que le client voit la valeur de notre produit, de notre service, et on offre un escompte de 10, 15, 20, 30, 50 %. Ça, c'est à vous à décider, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'est une réduction de prix. Si on continue au niveau représentant, le représentant, c'est la personne qui représente et vend pour une entreprise. Donc, ce que moi je fais, j'ai été représentant, ce que je fais encore aujourd'hui pour certains clients, je fais de la représentation, je fais du développement des affaires. Donc, c'est quand vous faites de la représentation, du développement des affaires, c'est le côté représentant. RSI ou ROI, le retour sur l'investissement, c'est pour chaque dollar que vous investissez dans un projet, dans un produit, combien de dollars vous en retirez. Donc, je ne sais pas, on décide qu'on fait un agrandissement de notre entrepôt, ça coûte 1 million de dollars, mais ce million de dollars-là qu'on a mis en entrepôt, combien il va nous ramener dans le temps? Donc, c'est quoi le retour sur mon investissement? Le dollar que j'ai mis, qu'est-ce qui me rapporte? On veut que ce soit un ROI positif, on ne veut pas que ce soit négatif. Donc, on ne veut pas mettre 1 dollar puis qu'on retire juste 80 ou 75 sous. On veut retirer 1,5 $, 1,20 $, 1,50 $. Ça peut être 2 dollars, ça peut être 3 dollars par dollar investi. Ça, c'est selon votre projet. Excusez-moi. Le business line, c'est le secteur d'activité, donc dans quel secteur vous vous retrouvez. Regroupement d'entreprises exerçant une activité principale similaire. Ces entreprises pourraient avoir des domaines d'expertise différents, mais leurs activités gravitent autour d'un même thème. Donc, je pense que ça va être souvent des compétiteurs, mais les fameux codes ICANN de Entreprise Canada ou du gouvernement fédéral, je devrais dire, nous permettent de savoir les entreprises qui sont dans un même secteur d'activité, qui se définissent comme ayant les mêmes clients ou le même marché. Service après-vente, ben, c'est tout ce qui se passe une fois que la transaction est complétée. C'est souvent là aussi, donc tout ce qui est réparation, ces choses-là, dans vos véhicules automobiles, le service après-vente, c'est le service mécanique, mais c'est souvent là aussi que le différence, comment je dirais ça? C'est souvent un secteur qui est pas, où est-ce qu'on met pas assez d'importance. Un bon service après-vente peut faire toute la différence. En fait, va faire toute la différence. Vous l'avez vécu, il vous arrive quelque chose, vous achetez n'importe quoi, ou je vais vous parler d'un exemple que j'ai eu, un restaurant, mauvais service, et le service après-vente que j'ai eu par après a fait que j'y suis retourné pendant des années. Donc, c'est le service après-vente, prenez le temps de vous en soucier. Il y a Maude Dupuis qui est déjà apparu sur le show qui se spécialise de ce côté-là. Je vais aller dans le T, le trimestre, les quarts. Donc, en anglais, on parle de quarter, de quart. L'année est divisée en 4, des 3 mois, 13 semaines. C'est quelque chose que j'aime utiliser, c'est quelque chose qui fonctionne bien en vente. Donc, on fait des projets sur 13 semaines et on peut rouler dans le temps de ce côté-là. Donc, c'est la période de 3 mois. Parce que si vous n'avez jamais remarqué, dans une période de 3 mois, il y a tout le temps il y a 2 mois de 4 semaines et 1 mois de 5 semaines. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à 13.
Les UGS, les fameux SKU, ça c'est vos numéros de produits. C'est l'abréviation de Stock Keeping Units ou unité de gestion des stocks. C'est pour savoir c'est quoi le numéro du produit que vous avez en stock pour faire votre gestion. Et End User, qui est l'utilisateur final, la personne qui utilise ultimement votre produit. Je suis allé quand même assez vite, c'est un premier jet. Je vous invite à laisser vos commentaires s'il y a des thèmes que je n'ai pas abordés, que vous aimeriez voir, ou que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec ma définition. Je vous invite à me le laisser en commentaire ou à m'envoyer un message soit par courriel à info@nomisco.ca ou sur LinkedIn, ou vous joindre au groupe sur Facebook puis à discuter là parce qu'on va pouvoir poursuivre la discussion de ce côté-là. Vendredi dernier, j'ai partagé un petit truc du vendredi. Je vais vous le montrer rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le fameux Wayback Machine, qui permet d'aller revoir dans le temps un site web qu'on a connu. Donc, si vous avez, là, s'il y a quelqu'un ce matin qui voulait me partager un site web qui aimerait revoir, non, Isabelle, le lexique n'est pas encore sur mon site web. Comme je disais au départ, c'est une version bêta. Je l'ai donné à quelques personnes, mais je peux t'en faire parvenir une copie, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on regarde un vieux site web où j'y vais avec un de mes sites? Donc, je vais laisser quelques secondes, je vais en profiter pour prendre une gorgée d'eau. Bon, on va aller voir google.ca. Donc, je tape, il load. Peut-être pas pris le site le plus facile. Mais ça nous permet de voir sur un axe du temps. Donc, on pourrait aller revoir, par exemple, en 2001. Le site est en train de loader, ce ne sera pas très long. Mais, donc, le 1er décembre, il y a eu 2 snaps. Minuit 43, je clique dessus. Les joies du direct, ça ne fonctionne pas ce matin. Bon, on va... Ah, oui. Donc, vous voyez, c'est de ça qu'avait l'air Google en le 24 décembre ou en janvier, excusez-moi, janvier 2024, 2002. Donc, ça fait le tour pour ce que j'avais ce matin. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi si ce n'est pas déjà fait sur LinkedIn. Simon Harvey, mon avatar, c'est mon visage cartooné avec une pastille orange, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis, je vous invite à prendre contact sur le groupe Facebook d'équipe des ventes. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes ventes, puis on se reparle la semaine prochaine, 8h, pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.